Hey, on a failli pas le faire, hein, vu que t'avais oublié les clés de notre local. Oh mon Dieu. À ton chalet. L'épopée des clés. Et il était dans les poches de ton Mon chum. chum, tout ce temps-là, après qu'on a fait des pieds et des mains pour trouver les Christy de clés. On a réussi, on est là, Mm. plein d'épopées, mais on réussit à être au poste. Allô Mimi! Allô? Aujourd'hui, à notre épisode, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup l'intervention sociale. C'est l'approche interculturelle. Et pour en discuter, on va rencontrer Mélanie Ederer, qui a consacré son mémoire en travail social à tenter de comprendre comment les intervenants des organismes communautaires de Montréal appliquent cette approche dans le cadre de leur travail. Oui. Donc, un épisode pour comprendre pour qui, pourquoi l'approche interculturelle aujourd'hui dans des sociétés qui sont de plus en plus diversifiées. Je suis Myriam. Et moi, Elisabeth. Bienvenue à Synthétise-moi ça. Salut! Allô? Merci d'être là. On est vraiment très excités de t'accueillir sur notre grand plateau. Tout à fait. Merci de me recevoir. Nous, on s'est connus dans le cadre de notre propédeutique. C'était la propédeutique, je crois. Moi, j'étais à la maîtrise Toi, directement. Ouais, ça. Oui, Toi, ben c'est moi. ça, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, non, oui, non, mais. Alors que tu étais auxiliaire de recherche. Ah oui, OK. Ah oui, c'est ça. Oui, Ah voilà. C'est là que t'es apparu dans ma vie. Ah oui, on dirait que dans ma tête, on a fait la maîtrise ensemble, mais non, en fait, c'est ça. Non, je pense que tu avais déjà terminé. Ah. Oui, j'ai comme ma ligne du temps qui est un peu floue, mais oui, je pense que tu avais bien... Ou tu étais sur le point de terminer, Oui. probablement. Mais rebonjour. Ben oui! En faisant nos petites recherches sur toi, on a vu à quel point tu étais passionnée par ta recherche, puis à quel point que ça t'avait l'air de... Ben, en fait, ton parcours continue, à ce que j'ai compris, dans ton doctorat, dans le même sujet où tu t'es un peu réorientée dans ton domaine de recherche? Un peu des deux, dans le sens que, comme pour moi, c'est le même sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pratique le travail social, comment est-ce qu'on pratique l'intervention en travail social. Mais dans le fond, fait que c'est le même sujet. Mais au début, j'ai pris l'axe de l'interculturel, puisque c'était quelque chose que je voyais sur le terrain là, en travaillant comme intervenante, alors que maintenant, je m'intéresse de plus largement au travail social. Puis c'est pour quand, ça, ce doctorat-là? La question... Idéaliste, idéalement. Je devrais l'avoir fini d'ici la fin de l'année, là, fait que d'ici la fin 2026. Idéalement, d'ici l'été. Mais après ça, je me donne du jeu quand même, pas mettre trop, pas trop d'espoir, pas trop d'engagement, alors que si ça prend. Mais d'ici fin 2026, c'est sûr, c'est fini. Là, si on plonge là, dans notre sujet, là, OK? Bien, en fait, juste pour mettre la table, veux-tu nous expliquer un petit peu, c'est quoi ton parcours qui t'a amené vraiment à t'intéresser à l'approche interculturelle? Tu as dit que c'est dans ton milieu d'intervention, mais veux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, puis je vais reculer encore plus que ça. Tu sais, moi, depuis que je suis au secondaire, en fait, je me dis que je vais devenir travailleuse sociale. Ça faisait quand même longtemps que j'avais ça en tête, probablement parce que ma mère était ergothérapeute, ma sœur est devenue enseignante en éducation... Pardon, j'ai oublié le mot. Désolée, Laura. Donc, fait que je pense que ça fait longtemps que je me dis ça. Finalement, au cégep, dans le fond, j'ai découvert autre chose. Je me suis un petit ouvert à comme, est-ce que je veux vraiment ça? Finalement, à l'université, c'est non, je veux aller en travail social. Fait que je suis rentrée au bac pour devenir travailleuse sociale. Pendant mon stage de fin de bac, je me suis dit, hey, il me semble que je trouve pas assez d'informations sur comment intervenir. Là, je travaille avec des jeunes en prévention des violences de genre dans les relations amoureuses. Puis je ne trouvais pas assez d'informations sur comment intervenir auprès des garçons qui pourraient faire un jour de la violence. Fait comment leur en parler plutôt que parler seulement aux jeunes filles. Et là, je me suis dit, il n'y a pas d'informations, je vais aller en trouver. Puis je me suis inscrite à la maîtrise en travail social, un peu comme ça, en me disant, il n'y en a pas, je vais y aller. Finalement, j'ai commencé ma maîtrise. Je travaillais aussi sur le terrain dans différents organismes communautaires. Puis là, la conciliation travail-études, des fois, c'est difficile. Fait que ma maîtrise tardait un peu. Là, j'étais rendue dans une table de quartier. Je coordonnais un comité femmes, un comité interculturel. Puis un jour, dans un événement que j'ai organisé là, avec le groupe de comité interculturel, j'ai commencé à parler avec Liliane Rachedi. Puis en discutant, elle m'a dit, tu sais, tes intérêts, ça peut être une maîtrise. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'ai décidé de changer de sujet dans ce qui me motivait à ce moment-là, qui était de voir qu'il y a autant de visions ou de discours différents entourant l'interculturel qui ne correspondaient pas à ce que moi j'avais appris dans mes études sur c'est quoi une approche interculturelle. Puis c'est là que j'ai recommencé ma maîtrise avec beaucoup d'engagement cette fois. Ça l'a avancé vite, je l'ai terminé. Fait que c'est vraiment comme un parcours un peu qui s'est suivi. Puis de mes résultats de maîtrise, je me suis dit, hey, il me semble que ces éléments-là ne sont pas abordés. Tiens, je vais m'inscrire au doctorat. Oh, wow! Fait que les choses se sont un petit peu faites sans... je pensais jamais me rendre au doctorat. Là. Moi, je voulais être travailleuse sociale terrain.
Puis finalement, aujourd'hui, ben, la Tu vie en a t'es décidé autrement. t'es mis la patte dans l'engrenage. Voilà. Puis par rapport à ton parcours, tu sais, pourquoi spécifiquement les organismes communautaires? Qu'est-ce qui t'a... Tu sais, pourquoi ta mire était plus sur les organismes communautaires? Parce que ça a toujours été ça mon terrain de jeu. Tu sais, dans le fond, depuis que je suis intervenante, ben, je travaille avec des organismes communautaires. Tu sais, j'ai travaillé en prévention du suicide, dans une banque alimentaire avec des personnes demandeuses d'asile, dans des tables de quartier. Après ça, avec différents organismes en lien avec le handicap, la santé mentale, les femmes. Fait que, tu sais, mon parcours a toujours été dans les organismes communautaires. Fait que quand il fallait choisir un terrain pour ma recherche, c'est sûr que c'est là que je voulais le continuer. Hmm. Et Mélanie, si tu devais résumer ta recherche en une phrase, là, accessible à tout le monde, ce serait quoi cette phrase? On parle beaucoup de l'interculturel, Mhm. mais on comprend peu. Hmm. Et là, bien sûr, ça n'en dit pas assez. là. C'est sûr que j'ouvre la porte à beaucoup de choses, Oui. mais c'est que c'est un peu ça. C'est que moi, ce que je voyais qui m'a amené à mon sujet, mais ce que ma recherche montre aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des discours d'interculturel qui mélangent, en fait, plein de différents concepts, plein de différentes idées, avec des impacts vraiment négatifs, en fait, sur l'intervention, sur les personnes avec qui on intervient, puis sur la société au Québec. Hmm. Ben, dis-nous justement, qu'est-ce que c'est l'approche interculturelle? Bien, déjà, dans le fond, quand on parle d'approche interculturelle, c'est vraiment d'une approche plus, tu sais, en travail social, là, vraiment d'une approche qui est plutôt celle de Cohen Emmerich, là, où on pense qu'il faut, ben, en fait, où ce qu'on enseigne, c'est que l'intervention se passe entre deux personnes qui sont situées. Donc, deux personnes qui ont des expériences, un ancrage, un positionnement social. Puis pour entrer en contact avec quelqu'un d'autre, il faut que ces deux personnes-là ben, se décentrent, qui réalisent qu'ils sont situés, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'ils portent comme expérience, qui se rencontrent et qui tentent de créer des ponts ensemble. Fait que ça signifie vraiment un rapprochement entre deux personnes porteuses d'expériences, de préjugés, de bagages, de savoirs différentes. Fait que ça serait un peu ce qui est en intervention le début des approches interculturelles. Depuis, il y en a eu plusieurs autres. Des approches, dans le fond, plus ou moins en travail social, dans d'autres disciplines d'intervention. Certaines qui sont plus critiques, d'autres qui sont plus culturalistes, donc centrées sur les cultures plutôt que sur le rapport subjectif entre deux individus. Mais justement, souvent, on va dire, puis ça, mes participants participantes à ma recherche, mais tu sais, des intervenants en général, ce qu'ils vont dire, c'est « Ah, l'approche interculturelle! » Oui, mais laquelle? Serait une bonne première question à poser. Ça peut être une approche fourre-tout, là, si on pense à ça. Là. Exact. C'est un des résultats ça. qui ressort de ma maîtrise, Mhm. que ça devient finalement une approche fourre-tout, mais pas réellement fourre-tout, dans le sens qu'on peut y mettre n'importe quoi, mais dans le contexte du Québec, où l'interculturel est souvent associé aux personnes racisées, qu'elles aient ou non un parcours migratoire, ça devient finalement une approche fourre-tout, utilisée surtout auprès de personnes qu'on considère différentes de nous. Et là, en disant ça, c'est que le « on » se considère pas comme étant situé, se considère neutre face à des personnes qu'elle juge différentes d'elle. Fait que c'est fourre-tout, mais c'est aussi violent. Oui, effectivement. Puis, c'est ça. En fait, si je comprends bien, c'est que chacun des, comment tu disais ça, les personnes situées, ben, ils arrivent avec leur propre billet. Puis, mais ils doivent prendre conscience de ces billets-là dans l'interaction avec l'autre, grosso modo. Puis, mais c'est ça, tu sais, puis je sais que tu t'intéresses aux enjeux de pouvoir. C'est quelque chose, en tout cas, que j'ai pu voir par rapport à toi, là. Mais, mettons, par rapport à ta recherche, tu sais, cette approche-là, pourquoi elle est plus particulière? Pourquoi elle est pertinente aujourd'hui, à notre époque, ici, dans le Grand Montréal, par exemple? Mais je vais répondre en deux temps. Dans le fond, déjà, le fait qu'une approche qui considère, en fait, qui met en évidence le fait que chaque personne est située, là, comme tu l'as dit, a des biais, a des savoirs, a un positionnement dans des systèmes, que ce soit dans un organisme, que ce soit dans la société, le fait de le savoir est important, est central. On ne peut pas intervenir à Montréal sans considérer que d'autres personnes ont un vécu différent de nous. Mais tu sais, je dis Montréal, mais c'est la même chose si on intervient au Saguenay. C'est de considérer que moi, comme intervenante, je viens avec mes perceptions, mes expériences de vie, et l'autre personne en face de moi en a des différentes. Même si on pense qu'elle est semblable à nous, elle en a des différentes, que ce soit lié à la langue, à sa famille, est-ce que c'était monoparental ou ça l'était pas? Est-ce que dans son enfance, elle mangeait à la maison, elle mangeait à l'école? Tu sais, tous ces éléments-là d'expérience de vie, puis certains qui sont plus majeurs que d'autres, par exemple, liés à un parcours migratoire, à la violence intrafamiliale ou à je sais pas moi, un parcours en protection de la jeunesse. Toutes les expériences de vie vont influencer qui on est, comment on grandit comme personne, puis finalement, vont influencer comment se fait l'intervention. Mais avec l'approche interculturelle,
à cause du contexte du Québec où on associe l'interculturel aux personnes racisées, on finit par penser que cette différence-là dans l'intervention existe seulement entre, en gros raccourci, des personnes blanches et des personnes racisées. Alors que finalement, cette posture-là ou cette approche-là serait pertinente pour tout le monde. Elle est pertinente dès que j'interviens avec quelqu'un, de me dire que je pense que je ressemble à cette personne-là ou non. Bien, on va avoir des différences de perception et avec chaque personne, on doit entrer en contact, on doit chercher à créer des ponts. Mais finalement, on ne fait pas ce travail-là avec tout le monde. On le fait plus avec des gens avec lesquels on a envie de faire ce travail-là. Oui, puis en partant, tu sais, pour faciliter la communication, déjà d'avoir une posture d'ouverture face à l'autre, je veux dire, c'est un gros pas. Puis, tu sais, là, on parle de cultures différentes, mais même dans la même culture, même dans la même famille, il y a des enjeux de communication. J'imagine que le clash est encore plus grand quand on parle d'une culture complètement différente, puis que pour une des deux personnes, c'est complètement inconnu, la culture de l'autre. Fait que c'est des... En tout cas... Exactement, mais dans une approche interculturelle telle que Cohen Emmerich l'a définie, telle que Kalpanadas, qui est dans le fond qui est celle qui a amené l'interculturel et le discours, le terme interculturel au Québec l'a amené. Culture est pensée au sens complètement large. Les cultures familiales, les cultures linguistiques, les cultures sociales, les cultures de genre. Ces cultures seraient vraiment pensées dans un sens vraiment large, mais c'est vraiment avec la montée en fait les enjeux sociaux au Québec, la montée d'un interculturalisme comme système politique, qu'il y a eu un glissement de sens où l'interculturel est devenu associé à un interculturalisme dans cette idée-là de rapport entre un nous, blanc, homogène, francophone, et des autres racisés, différents. Donc, il y a vraiment eu un glissement de sens de l'approche interculturelle dans le contexte du Québec qui fait que finalement, alors que ça pourrait être utile, justement, avec tout le monde, finalement, ça devient étudié avec certaines personnes, puis quand même souvent problématique. Puis quand tu parles de ce glissement-là au Québec, est-ce que tu vois, qu'est-ce qui a amené justement ce glissement-là sur cette approche-là qui voulait justement réconcilier, du moins créer un pont entre deux cultures, puis finalement qui donne pas le résultat qui est souhaité? Oui, mais dans le fond, puis il y a plusieurs recherches là-dessus, là, dans le fond, qui montrent que dans le fond, c'est déjà avec l'intégration du discours. Dans le sens, je vous disais, Kalpanadas, qui était dans le Centre Montchanin, l'Institut interculturel de Montréal, qui était son deuxième nom, dans le fond, ont intégré l'interculturel, ont commencé à faire des formations interculturelles dans cette idée de rapprocher des individus porteurs de culture au sens large. Et peu à peu, différentes personnes qui vivaient des enjeux qu'on qualifierait aujourd'hui d'interculturels, notamment des intervenants-intervenantes, des enseignants-enseignantes, ont commencé à se dire « Hey, je veux ces formations-là », à écrire à l'organisme pour avoir des formations. Éventuellement, ces formations ont commencé à être offertes dans les services sociaux qui se développaient là, à travers, dans le fond, la révention tranquille, les services sociaux qui se développent. Oui. Donc, au fur et à mesure que les formations ont commencé à se donner, le vocabulaire a commencé à être intégré dans les services sociaux, éventuellement dans la loi. Puis, en reprenant ce vocabulaire-là, comme souvent, il a été dépolitisé. Dans le fond, il a été réutilisé, dans le fond, au sens de rapport entre un groupe imaginé comme homogène au Québec et des personnes imaginées comme fondamentalement différentes. Ah, je comprends. Puis, on parle, c'est ça, de l'approche interculturelle. Dans ta recherche, la question principale à laquelle tu souhaitais répondre, c'est quoi qui t'habitait comme question? En fait, ce que je voulais voir, c'était c'est quoi les représentations sociales, donc les perceptions que les intervenants et intervenantes ont de l'approche interculturelle, puis comment est-ce qu'elle se met en place dans les pratiques. Pour finalement, c'était ma question théorique, mais pour finalement voir c'est quoi les effets que ça a sur le travail social, sur le rapport d'intervention, puis sur les individus, que finalement on construit par le fait de les qualifier ou les associer à l'interculturel. Puis, dans les milieux communautaires, là, l'approche interculturelle est comprise de quelle manière, selon ta recherche? Ce qui ressortait, puis là, on s'entend c'est un mémoire de maîtrise, là. Fait que c'est limité, là. Je ne ferais pas pareil pour tous les organismes communautaires. Mais dans le fond, ce que moi, j'observe dans les entretiens que j'ai eus avec des individus en travail social et ou des intervenantes qui ne sont pas liés au travail social, mais qui travaillent dans les organismes communautaires aussi. Puis ce qui ressortait, finalement, c'était assez de points communs puis de différences pour faire une catégorisation en trois grandes, figures de l'interculturel. Donc, on a trois approches qui seraient plus présentes dans le communautaire et où on pourrait situer les différents organismes. Fait que, il y en a certainement d'autres, mais dans mes réseaux de recherche, ce qui ressort, c'est, dans le fond, une première approche qui serait plutôt
adaptative. Donc, une approche interculturelle qui est utilisée pour chercher à adapter l'intervention, chercher à adapter l'organisme, chercher à créer des adaptations face à des individus souvent perçus comme différents. Exemple, mon organisme ne réussit pas à rejoindre assez telle population. Qu'est-ce que je peux faire pour adapter pour qu'ils viennent plus? C'est vraiment dans cette idée-là de ne pas réfléchir fondamentalement à pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas, mais de chercher à faire des adaptations un peu, tu sais, comme dans une bonne volonté. Tu sais, je veux que ça aille mieux, je veux faire quelque chose, mais sans réfléchir à peut-être les freins qui feraient que les gens ne participent pas. Fait que j'ai appelé celle-là adaptative, puisqu'elle vise à adapter sans réellement voir c'est quoi les obstacles à la participation. Une deuxième approche, une deuxième façon de parler des approches interculturelles dans les organismes que j'ai vues, c'est plutôt qu'elle est performative. Donc, dans cette idée-là de comme, parler d'interculturel, avoir un comité interculturel, avoir une intervenante qualifiée d'interculturelle. Dans le fond, des fois, il y a des gens qui ont un titre intervenante interculturelle, mais sans donner moindrement de pouvoir. Donc, vraiment plus dans l'idée d'utiliser le mot pour pouvoir avoir la reconnaissance sociale liée avec l'usage du mot, mais sans faire des changements. Exemple, un comité interculturel, mais que finalement, on dit « Ah, voici ton comité, mais reste dans ton coin et ne fais pas des choses qui vont impacter l'organisme au complet. » Donc, vraiment, on la laisse, même pas en voulant adapter, mais plus en voulant utiliser le mot, avoir la reconnaissance, peut-être avoir du financement lié à l'usage de mots liés à l'interculturel, mais sans avoir aucun changement réel dans l'organisation. Là, si je comprends bien, c'est qu'en fait, c'est comme la personne de référence. Si, par exemple, il y a une situation complexe qui requiert une intervenante interculturelle, c'est elle qu'on va chercher, par exemple, pour les situations plus complexes. Ça pourrait être ça, justement. Okay, ou se dire, par exemple, c'est ce que les participants disaient, faire comme « Ah, tu es une intervenante racisée, j'ai une personne racisée, toi, tu interviens, toi, tu vas comprendre. » Des fois, puis je dis pas qu'il n'y a pas une compréhension qui peut exister du fait de vivre des expériences de racisme qui seraient pareilles. Mais le fait d'automatiquement associer des personnes ensemble, c'est quand même questionnable. Puis ça vient aussi avec le « OK, fait que mettons, toi, comme autre personne blanche, ben, tu veux pas chercher à comprendre, tu veux pas essayer de faire ce pont-là. » Puis il y a vraiment, dans mes participants participantes, vraiment beaucoup d'expériences comme ça. Ben oui, puis j'ai l'impression que même si ça se veut très positif, ça va un peu à l'encontre, justement, de l'approche qui veut rapprocher, justement, de culture. Là, si on prend la personne, tu sais, une personne qui vient d'une autre culture pour la mettre avec une autre, il y a quelque chose qu'on passe à côté là, pour se rapprocher. OK. Fait que ça, c'était la deuxième. Puis tu disais qu'il y en avait une troisième aussi. Oui, une approche qui serait plus transformative. Et là, justement, où on mobiliserait des mots d'interculturel, mais aussi associés à d'autres approches intersectionnelles, antiracistes, anti-oppressives, vraiment qui réfèrent à certains contenus semblables à l'interculturel, mais dans cette idée de venir voir qu'est-ce qui empêche réellement d'être dans des relations égalitaires. Alors, revient à l'idée de rapport de pouvoir, mais qu'est-ce qui fait que bien, comme dans notre organisme, qui vise à être peut-être interculturel, bien, venir adresser le fait que, on a juste des personnes blanches sur notre CA. Bien, peut-être que c'est à questionner, finalement. Fait que de réfléchir à une approche qui est réellement transversale à tous les paliers d'intervention et qui ne vient pas, finalement, juste chercher à adapter l'intervention ou à mettre un petit collant sur une porte ou sur un comité et rien faire. Fait que ça serait... Ouais. Excuse-moi, je vois ça comme un peu sortir d'une posture là, ethnocentrée. Faire comme, OK, tu sais, on n'a pas la vérité infuse, laissons nous imprégner de plein de points de vue, d'opinions, de diversité culturelle pour adresser une situation. Ou, en fait, je ne sais pas si je reformule bien ce que tu dis, là, mais par exemple, pardon, c'est de partir, si sur un même comité, c'est très homogène comme culturellement, on arrive avec des biais d'une certaine façon. Absolument. C'est ça. Fait que je veux dire, diversifier les personnes autour de la table pour ouvrir le dialogue, ouvrir les discussions, ça fait avancer aussi positivement, là. Bien, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, par exemple, si on parle de culture dans le sens de pays ou comme d'appartenance, mais c'est ça aussi si on parle de parité de genre, c'est ça si on parle d'intergénérationnel aussi. Tu sais, au final, quand autour de la table, il y a juste certaines personnes, ça signifie que juste certaines personnes ont accès. Il y a donc des obstacles structurels à participer. Il faut réfléchir à ils viennent d'où ces obstacles-là. Il faut agir dessus. Fait que oui, il y a tout le monde autour de la table, mais après ça, autour de la table, qui a le micro, qui peut parler, qui peut prendre des décisions. Fait que, tu sais, avec une approche interculturelle qui serait transformative, c'est l'idée de dépasser l'idée de seulement une présence autour de la table. C'est une présence autour de la table qui est réfléchie, qui est politique, puis qui cherche à enlever tous les obstacles. Fait que, tu sais, puis tu sais, dans mes résultats,
j'ai pas vu beaucoup de participantes qui référaient à des organismes qui agissent comme ça, mais en même temps, il y en a des organismes qui cherchent vraiment à réfléchir de manière politique et structurelle, interculturelle. Puis, en mon sens, au sens de plusieurs des participantes, c'est la seule approche qui ferait réellement du sens, puisque c'est la seule approche qui permet d'arriver à des relations entre des individus porteuses d'expériences, de positions qui sont différentes. Hmm. Puis, je suis curieuse, puisque les personnes que tu as interviewées t'ont amené ces trois formes, ces trois approches-là. Les personnes que tu as rencontrées, des organismes communautaires, est-ce qu'ils travaillaient tous dans le même organisme ou c'est qui les personnes que tu as interviewées pour ton mémoire? Non, on ne travaillait pas tous dans le même organisme. Moi, je me suis concentrée sur Montréal, Ouais. puisque comme pour une maîtrise, il faut choisir un territoire spécifique. Fait que c'est des gens qui travaillaient il fallait qu'il y ait au minimum un 5 ans d'intervention ou de rôle interpersonnel, pas juste dans la gestion d'organismes communautaires, mais ça venait de plein, en fait, ils venaient de plein d'organismes différents, de plein de thèmes d'organismes. Certains que c'était des organismes liés, des centres de femmes, l'intervention auprès des femmes. D'autres, c'était avec la jeunesse. D'autres, c'était avec des personnes nouvelles arrivantes aussi. Fait vraiment des organismes qui sont diversifiés, des personnes qui viennent d'expériences, qui ont le profil plus ou moins long d'expérience. Certaines qui sortaient des études, d'autres qui étaient dans le milieu depuis très longtemps. Fait que c'était quand même très diversifié. Puis justement, moi, ce que je leur demandais, c'était, parle-moi de l'interculturel. Mm-hmm. Parle-moi de ce que tu vois comme interculturel, qu'est-ce que tu pratiques, qu'est-ce que tu vois qui se met en place. C'est quoi des défis que tu observes dans l'usage interculturel? Puis à partir de ça, c'est là que moi, je regardais qu'est-ce qui est commun dans les expériences, qu'est-ce qui est différent. C'est pour ça que j'ai proposé cette catégorisation-là de performative, transformative ou adaptative. OK. Puis est-ce que tu en avais qui travaillaient, par exemple, dans le même organisme? Je m'explique, là. En fait, est-ce que la façon de comprendre ou d'expliquer ce que c'est l'approche interculturelle, est-ce que ça semblait lié à la vision qui était dans l'organisme dans lequel l'intervenant était, ou ça appartenait vraiment à l'individu, sa manière de voir l'approche interculturelle? Est-ce que je suis claire dans ma question? Oui, t'es claire, puis c'est une vraiment bonne question. Je pourrais pas dire s'il n'y a pas eu de croisement dans les expériences, mais en général, dans les organismes qui étaient plus d'ancrage, là, où les gens m'ont plus partagé l'expérience, non, c'était pas les mêmes organismes. Puis dans la recherche, c'est souvent ça qui fait la diversité, puis l'intérêt, en fait. Le fait qu'il y ait plein de positionnements différents, ça permet de représenter un peu un tout. Fait que, dans le fond, je pense pas que c'est des positions juste individuelle. Je n'irai pas voir un intervenant en disant « Toi, c'est ça ton approche, toi, c'est ton approche. » Mais je pense que dans le fond, les résultats montrent qu'il existe ces trois grandes représentations d'interculturel dans le communautaire. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, justement? Peut-être qu'on peut... À la fin de mon mémoire, puis je fais la pub à mon mémoire, mais je proposais des questions qu'on peut se poser pour réfléchir, justement, c'est quoi notre approche? Des questions que des organismes peuvent se poser pour se dire « Ah, est-ce que j'ai vraiment une approche interculturelle qui est cohérente avec les valeurs que je dis défendre? » Fait que c'est pas tant juste pour catégoriser les organismes, ce serait pas si intéressant finalement, mais c'est plutôt pour permettre après ça de se positionner parmi ces approches-là, puis pour voir si l'approche que je défends ou que je mets en œuvre est vraiment, vraiment celle que moi je veux mettre en œuvre. Puis, en fait, les intervenantes que tu as rencontrées, est-ce qu'ils, tu sais, la façon qu'ils définissent l'approche interculturelle dans leur pratique, est-ce que, je veux dire, qu'est-ce que tu as remarqué de leurs réponses? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui se posaient vraiment beaucoup à l'approche interculturelle. Dans le fond, ils étaient intéressés par le sujet et participaient, mais en même temps, il y en a là, qui n'utilisent pas, se réfèrent jamais à l'approche interculturelle et la considèrent très problématique. Il y en a d'autres, au contraire, qui disent « Ah ben oui, c'est tellement important, c'est beau, ça permet le rapprochement. » Fait que, déjà, il y a comme vraiment des perspectives différentes au départ sur le rapport à l'interculturel, le rapport à l'approche interculturelle. Après ça, ce qui ressortait beaucoup, c'est le fait que c'est un fourre-tout. C'est un mot que j'ai utilisé, le fait que comme finalement, ça réfère à une image, un imaginaire qu'on a entourant l'interculturel, mais c'est une définition claire, sauf pour les gens qui ont vraiment étudié là, et se réfèrent à la théorie. Il n'y a pas une définition très, très claire, finalement. C'est plus un amalgame de plusieurs idées différentes. Puis ça ressort quand même aussi des résultats. Fait que ce soit le fait que c'est un peu flou, dur à définir, un peu un amalgame, ça ressort quand même beaucoup. Puis après ça, justement, parmi les manières d'en parler, il y a les références, surtout à des personnes racisées, des personnes
que ce soit en termes de couleur de peau, mais que ce soit en termes de religion, en termes de parcours migratoire. Souvent, l'interculturel, justement, est associé à ces individus-là. Puis pour les participantes, pas nécessairement parce qu'ils le veulent. Il y en a plein qui s'opposent à ça. D'autres, plus qu'ils nomment parce que c'est comme ça. Ils constatent, ah oui, l'interculturel, c'est quand j'interviens avec une personne de telle culture. Sans en fait, voir que ça pourrait être. Donc, si on se fie à la définition de l'approche interculturelle de Cohen-Emmerich, bien, ce serait peu importe la culture de la personne. Fait que il y a vraiment des représentations différentes de l'interculturel, mais quand même des tendances qui permettent de le catégoriser en 3 catégories. Puis, selon ce que tu as vu, est-ce que cette approche-là, elle profite à qui? Est-ce que les... je vais te la lancer comme ça. Elle profite à qui, cette approche-là? Ben moi, ce que j'observe dans mes résultats, après ça, d'autres personnes pourraient avoir d'autres opinions. Dans mes résultats, ce qui ressort finalement, c'est qu'elle profite surtout aux personnes qui disent qu'elles l'utilisent. OK. Parce qu'elle profite finalement pas tant que ça aux personnes avec lesquelles elle est utilisée. Puis après ça, sauf que justement, c'est que ça dépend, c'est laquelle. Si on se réfère aux approches que je proposais, c'est que dans une approche qui serait transformative, ben ça peut, dans le fond, être utile pour tout le monde. Autant pour les personnes, comme tu le disais tantôt, autant pour les personnes qui, finalement, apprennent des nouvelles choses. La structure change, c'est que positif pour tout le monde. Alors que dans une approche qui serait plus adaptative, ce que ça vise, c'est faire des adaptations pour l'autre personne. Ça peut faire une différence sur le moment dans l'intervention, mais à terme, ça participe à construire cette idée-là que l'interculturel, c'est entre une personne racisée et une personne blanche, à associer toutes les personnes racisées à un tout commun et flou, puis ça participe finalement à reproduire des violences entre les groupes sociaux. Fait que même si les visées sont positives, les effets ne le sont pas. Fait qu'à qui ça bénéficie, puis la même chose pour une approche qui serait plus performative, bien, ça bénéficie aux gens qui se sentent bien de faire quelque chose, ou aux gens qui obtiennent du financement parce qu'ils ont utilisé le mot. T'sais, si on veut des effets réels, ça ne peut pas être seulement des adaptations de surface. Ça ne peut pas seulement être des petites stratégies de performance. Ça doit être des changements de fond qui agissent sur les rapports de pouvoir qui font que finalement, il y a des gens qui ont plus ou moins accès à des organismes communautaires. Oui, puis c'est glissant parce que ça donne un faux semblant. Hein? Dans ce que tu disais tout à l'heure, là, notamment, en tout cas, moi, ça me sonne, ça me parle beaucoup, là, l'idée là, d'être adaptatif. On a l'impression de vraiment bien faire. Mais au final, je comprends que certains puissent trouver que ça peut nuire aussi, que cette approche-là peut nuire parce qu'elle donne, c'est ça, elle donne un faux semblant d'avoir fait une bonne action alors que tu passes à côté de la compréhension qui sous-tend ce sur quoi tu es en train de travailler. Dans ton processus de recherche, as-tu remarqué des écarts entre là, tout le discours théorique sur l'interculturalisme et la réalité sur le terrain? Oui et non. Puis là, dans le fond, je vais te reprendre parce que justement, c'est que le discours sur l'interculturalisme, c'est dans le fond, puis tu sais, j'ai plein de participantes qui le disent, là, qui font une transition entre des fois approche interculturelle, interculturalisme. Mais là, tu sais, en théorie, il faut distinguer vraiment les deux. L'interculturalisme comme une approche de gestion, entre guillemets, de l'immigration qu'il y a au Québec, que le Québec considère avoir, sans qu'elle soit réellement définie. Alors que l'approche interculturelle, c'est une approche d'intervention. Fait que déjà là, il y a comme un glissement qui se fait souvent là, dans mes résultats, mais aussi en général dans les organismes communautaires. Mais quand je dis glissement, c'est aussi parce que finalement, ça réfère au même imaginaire. Parce que l'interculturalisme, quand c'est défini, je pense que ça a été plus récemment, ça n'était pas au moment de mon mémoire, le gouvernement n'a jamais fait une vraie définition à ce moment-là. La ville certaines villes, oui. Mais au niveau national, il n'y en avait pas vraiment eu de définition d'interculturalisme. Mais ce qui existait, c'est plutôt justement dans des commissions où on abordait des éléments de points, dont la gestion de l'immigration, la convergence vers un groupe, la convergence des personnes qui immigrent au Québec vers un groupe majoritaire. Il faut qu'ils convergent vers nous. Cette idée-là qu'il y a un nous, un noyau existant. Fait quelques principes de l'interculturalisme qui ont été un peu diffusés comme étant la position du Québec face aux personnes qui migrent. Et finalement, ce glissement-là s'est fait dans l'approche interculturelle, où l'on se dit que l'approche interculturelle, ça vise à amener des gens à être comme nous sous-entendus étant les personnes blanches de descendance judéo-chrétienne francophones au Québec. Wow! C'est super intéressant, puis merci de m'avoir reprise, gars, vois-tu, hein? Bien, reprise, puis je veux dire, la nuance est vraiment importante, puis est vraiment
intéressante. Puis on revient, en tout cas, justement, à cette idée-là du nous. Puis normalement, ça devrait être la richesse. Ben, en tout cas, j'ai l'impression que la richesse de la culture devrait, puis de la culture de différentes personnes devrait être mise de l'avant. Mais c'est vrai qu'avec l'interculturalisme, ce vers quoi on vise, c'est davantage de se rapprocher de... Les convergences culturelles. C'est ça. Dans tes résultats de recherche, là, si on va un petit peu plus dans le pointu, là, qu'est-ce qui t'a surprise le plus? Y a-t-il quelque chose vraiment qui est sorti du lot et t'as fait « Ah ouais » ou qu'est-ce qui t'a étonné? Mais oui, mais tu sais, je pense que l'élément qui m'a le plus étonnée, puis là, dans le fond, qui m'a menée au doctorat, finalement, c'est que moi, ma méthode de recherche commençait avec des groupes de discussion. Et là, j'invitais les personnes à choisir s'ils voulaient participer à un groupe de discussion avec des personnes racisées ou auto-identifiées ou des personnes auto-identifiées comme blanches. Puis ce choix-là était pour permettre que, comme peut-être des gens se sentiraient plus à l'aise s'il y avait, comme je suis une personne blanche, s'il y avait d'autres personnes non blanches dans la discussion. Fait que moi, j'ai invité les gens en leur disant, voici 2 options, placez-vous. Donc, dans le fond, il y a eu 2 groupes de discussion, tu sais, puis en le sachant que, comme dans le groupe avec des personnes racisées, bien, moi, j'étais quand même une personne blanche qui posait des questions, tu sais, en sachant que c'était le cas. Puis ce qui a été intéressant, intéressant puis qui m'a finalement marqué, c'est comment tout le monde parlait d'inconfort. Dans le groupe, avec surtout des personnes racisées, sauf moi, dans le fond, on parlait du fait qu'il était tanné de sentir des inconforts entourant l'interculturel. Et comme, hey, t'as des préjugés, viens me poser des questions, parle-moi, qu'on en discute, qu'on se dise les choses, qu'on apprenne à se connaître pour vrai, puis qu'on arrête ça. Il était vraiment tanné de sentir des inconforts qui faisaient que les gens marchaient autour du pot, avaient peur de ne pas dire des choses. Puis, tu sais, là, dans le fond, pas dans cette idée-là qu'on devrait tout dire ce qui nous passe par la tête, mais en même temps, le fait de comme arrêter de considérer, dans le fond, eux et elles, ce qu'ils nommaient, d'arrêter que des personnes blanches considèrent les personnes racisées comme fondamentalement différentes et donc de marcher sur des œufs ou d'avoir peur. Fait que vraiment tanner des inconforts. Alors que du côté du groupe avec des personnes blanches, finalement, ce qui a émergé, bien, c'est l'idée que plusieurs étaient inconfortables, ne savaient pas quoi dire, comment se positionner. Ah, tu sais, je suis contre le racisme, mais tu sais, c'est ma position d'intervenir, c'est pas ma position. Ah, il se passe quelque chose, est-ce que je devrais parler, est-ce que je devrais pas? Je veux pas dire la mauvaise chose, fait que j'aime même pas m'exprimer. Fait que beaucoup d'inconfort. Fait que c'était vraiment intéressant que les 2 groupes sont venus sur le même nœud, sur le même sujet. Puis là, ça m'a dit, il y a un nœud à creuser. Il faut s'intéresser aux inconforts. Puis c'est ça qui a initié mon doctorat sur les représentations et les émotions en travail social. Puis comment est-ce que ces émotions-là, ces représentations-là du travail social participent à la construction de groupes sociaux. Fascinant. Sérieusement, c'est... Vraiment. Wow. Dans la même lignée, là, mais tes résultats que tu as fait ressortir, qu'est-ce qu'ils nous apprennent pour les pratiques dans les organismes communautaires? Ils nous apprennent plein de choses, mais notamment, ce qu'ils nous rappellent, c'est on est toutes biaisées. On est toutes situées, comme intervenants, intervenantes. On vient avec un bagage, des expériences, et c'est souvent ce qui fait notre richesse. Mais il faut se rappeler que ça, dans le fond, le fait de venir avec des expériences, des perceptions, des préjugés, c'est le cas tout le temps. Peu importe si je pense que je suis proche de la personne devant moi ou si je pense que je suis loin de la personne devant moi, dans le fond, c'est un rappel. Dans les formations en travail social, souvent on parle de ça, là, le fait de comme savoir c'est quoi nos préjugés et tout ça. Mais souvent, on finit par l'oublier puis se dire je les connais assez et pas voir les impacts. Mais les impacts du fait d'oublier qu'on est des personnes situées, ça peut être de voir quelqu'un et se dire cette personne est vraiment très différente. Par exemple, dans mon doctorat, j'ai une travailleuse sociale qui disait moi, dans mon bureau, je peux travailler avec tout le monde. Mais tu sais, dans le fond, ma stagiaire, qui était une femme racisée musulmane. C'est elle, quand elle travaille avec des personnes, dans le fond, toxicomanes, ben, je pense qu'elle va avoir plus un jugement parce que, l'alcool. Puis là, c'était comme, intéressant. Comment est-ce que toi, tu penses pas que tu es situé et que ça aura des impacts, mais tu projettes que ton étudiante, stagiaire à ce moment-là, elle va avoir des biais. Fait comment, finalement, on peut oublier qu'on est situé? Fait que je pense que c'est vraiment déjà un élément qui ressort de mon doctorat, mais qui ressort dans ma maîtrise aussi, de se rappeler de ça. Ensuite, une fois qu'on se rappelle de ça, bien, souvenez que notre milieu de travail est situé aussi. Dans le fond, que notre milieu de travail existe, là, que ce soit un organisme communautaire, un service social, n'importe quoi, a été structuré par des personnes situées. Les règles, les normes, les savoirs, qui travaille, qui est sur le CA, tout ça est également situé.
Et le fait d'être situé, le fait que la structure le soit aussi, ça fait que pas tout le monde a accès à rentrer. Ça fait que, par exemple, comment je décore mon organisme, comment je parle de mon organisme, qu'est-ce que je mets de l'avant, ça va faire que certaines personnes vont plus ou moins rentrer dans l'organisme. Certaines personnes vont plus ou moins se sentir à l'aise dans l'organisme. Fait que le fait de le savoir, qu'on est situé, que notre milieu est situé, bien, ça permet de choisir qu'est-ce qu'on fait. Et là, l'approche interculturelle, maintenant que je le sais, que je reconnais, bien, il faut que je me décentre, il faut que je vois qu'est-ce qu'il y a à faire, et pas seulement chercher à rencontrer les individus, mais finalement chercher à transformer. Qu'est-ce qui fait que des gens n'ont pas structurellement accès à l'organisme qui veut être ouvert à tout le monde? Fait que là, si je comprends bien, dans un premier temps, il y a un travail introspectif à faire aussi, là. Tu sais, voir justement où je me situe moi et même, je dirais, faire des petits touch, pas des touch-ups, là, mais des petites, de temps en temps, faire comme, OK, c'est quoi, moi, mes préjugés, mes jugements, c'est quoi, comment que moi, comme personne, mon parcours de vie m'a influencé dans ma façon de voir la vie, comme ma vision du monde un peu, là. Puis toi, justement, là, est-ce que tu as l'impression que ta recherche, elle a eu un impact sur toi, puis elle t'aurait même peut-être transformé? C'est quelque chose qu'on a pu lire, Elisabeth puis moi, dans ton mémoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais d'accord d'affirmer? Je dirais oui, parce que justement, tu sais, je pense que comme dans le bac en travail social, on apprenait un petit peu à se remettre en question, à se questionner. Mais je pense que c'est vraiment à force de se remettre en question, de se faire remettre en question. Tu sais, moi, j'ai des participantes qui m'ont dit, Mélanie, je suis pas trop à l'aise de t'en parler parce que tu es blanche, parce que tu comprendras pas ce que je vais dire. Puis, tu sais, moi, dans une posture, c'est un petit peu d'être comme, OK. Dans le sens qu'il y a comme, tu sais, moi, ce que je peux te dire, c'est que comme, je t'écoute, tu sais, je t'entends un petit peu comme je suis avec tout le monde dans ma recherche. Mais d'avoir cette posture-là, d'être assez humble pour faire comme, mais en effet, moi, comme personne blanche que je suis, je ne vis pas de racisme. Donc, il y a des expériences que je ne pourrais pas vivre. Mais est-ce que ça signifie que je pense qu'il ne faut pas intervenir, qu'il ne faut pas agir là-dessus, qu'il faut laisser nos inconforts prendre plus de place puis pas intervenir? Non. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a transformée parce que j'ai eu accès à des choses que peut-être que j'aurais pas eu accès sans faire cette recherche-là. À une analyse aussi, là, en lisant ce qui a été écrit, ce qui s'est fait, en observant les glissements de sens également. Fait que je pense que oui, je pense que c'est sûr que ça m'a transformée, que j'ai appris beaucoup de choses. Mais ça m'a aussi amené à vouloir mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait aussi en intervention, qu'est-ce qu'on fait en travail social. Parce que moi, je suis rentrée là en me disant, en travail social, mais c'est parce qu'on veut aider les gens, c'est parce qu'on veut transformer la société. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? Comment savoir que c'est vraiment ça qu'on fait? Je pense que c'est le moyen de le faire, c'est s'informer puis demander aux gens qu'est-ce qu'on fait. Bien, justement, ça serait quoi les recommandations que tu aurais envie de donner, tu sais, ou les pistes d'amélioration qui ont émergé de ta recherche? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de pistes là, qui émergeaient de ma recherche, notamment l'importance d'agir de manière transversale. C'est que comme souvent, on va responsabiliser les intervenants et intervenantes en disant « Ah, ben tu sais, toi, aie moins de préjugés. » Mais c'est bien beau de se dire « aie moins de préjugés », mais qu'est-ce qu'on met structurellement comme organisation pour en avoir moins? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a moins de préjugés qui ont des effets sur l'intervention? Puis, tu sais, on peut penser justement au racisme dans les services sociaux, on peut penser au meurtre de personnes racisées autochtones dans les services sociaux, par la police également. Comment est-ce qu'on s'assure que, comme dans les structures, dans les organisations, on met en place des choses, puis des mécanismes concrets pour ne pas reproduire des violences, parce que c'est de ça qu'on parle. Fait que c'est vraiment important d'agir à un niveau transversal et structurel pour ne pas mettre juste une responsabilité chez les intervenants et intervenantes. Ah, accueille mieux les gens. OK, qu'est-ce que tu me donnes comme ressources? La formation, c'est important. Les moments de réflexion, c'est important. Mais aussi comme des suivis, le fait d'avoir des discussions. Et certaines approches, par exemple la clinique transculturelle Jean Talon, c'est qui est disponible pour les intervenants et intervenantes qui peuvent appeler pour faire « Hey, il y a ça ». Et là, d'être dans la réflexion, vraiment du soutien pour apprendre à voir, en fait, sont mes nœuds, sont mes préjugés, comment est-ce que ça impacte l'intervention. Fait que je pense qu'un des éléments de recommandation, c'est ça, là. Agir de manière structurelle, agir de manière transversale, mais aussi agir en travail social, pas seulement dans les organisations, mais en travail social, pour réfléchir à comment est-ce qu'on enseigne le travail social. Comment est-ce que dans l'enseignement du travail social, finalement, est-ce qu'on cantonne peut-être l'interculturel dans un cours d'approche interculturelle, alors que finalement, les enjeux entourant l'interculturel au sens large devraient être transversales en travail social. On devrait parler du racisme, des discriminations dans tous les cours, de la même manière qu'on devrait parler de l'homophobie, de transphobie, de sexisme dans tous les cours, puisque les problèmes sociaux découlent des structures sociales, il faut en parler.
Mais finalement, souvent, on va peut-être cantonner ça en se disant « Ah, on en parle dans un seul cours » ou « Une personne en parle, c'est suffisant ». Puis comment, finalement, à travers les organisations, mais aussi les formations, bien, on maintient un peu l'idée de marginaliser des savoirs puis de marginaliser des individus. Tu sais, tantôt, tu parlais d'inconfort. Tu sais, ça se peut-tu que ça soit l'espèce d'inconfort d'adresser ces sujets-là qui sont maintenus, que ça, tu sais, c'est quand même, c'est un gros sujet. Puis, effectivement, plus qu'on en parle, plus qu'on, à la source, tu sais, même justement dans nos cours, là, je veux dire, à la base, là, on apprend le travail social, juste de partir du transfert de connaissances. Mais tu le vois-tu, une espèce d'inconfort qui est présent là aussi, comme même dans le partage d'informations relativement à tout ce qui est interculturel? Ah oui, bien certainement, là, comme l'inconfort, je pense qu'il est sortant dans mes résultats de recherche, mais en même temps, les résultats de recherche, c'est des résultats qui se passent dans la société. Fait que oui, certainement, il est là. Mais fait qu'il y a une question d'inconfort, mais il y a aussi une question de privilège, finalement. Puisqu'on revient à qui ça bénéficie l'approche interculturelle, à qui est-ce que ça bénéficie le fait qu'on ne parle pas d'interculturel de manière critique puis structurelle. Bien, ça bénéficie aux gens qui se créent un nom, qui ont une position, qui ont un rôle de pouvoir. Eux permettent de garder du pouvoir, alors que les personnes qu'on exclut, bien, en fait, finalement, on les pousse vers la porte, à la fois du travail social puis des organismes communautaires. Puis le COCO, le Centre d'organisation des organismes communautaires, COCO, Community, c'est un organisme, a un super beau diagramme là-dessus sur comment est-ce que on pousse les femmes racisées en dehors des organismes communautaires par des mécanismes. Puis c'est ce qu'on fait en travail social. Génial. J'aurais envie, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, mais... moi, j'avais juste envie de savoir un petit peu pour, en fait, ce serait quoi les prochaines étapes? Tu as un peu répondu, là, tu sais, vraiment de l'intégrer plus dans le programme, dans le cursus scolaire, etc. Mais y aurait-il des questions qui mériteraient d'être approfondies par rapport à ce sujet-là, spécifiquement l'interculturel? Non, pas l'interculturel, j'ai failli. La question de l'interculturel. Mais c'est sûr que, tu sais, en ce moment, là, on est quelle date? On est en mars 2026, alors que comme la société québécoise met tout sur la faute des personnes qu'elle qualifie d'immigrants, je pense qu'il y a à se poser comme question, qu'est-ce qu'on veut vraiment être comme société? Puis comprendre, tu sais, quand je dis qu'il faut se décentrer, d'où on vient, le Québec? Le Québec est une société formée de personnes migrantes qui sont venues, qui se sont appropriées, qui ont colonisé les terres, qui ont assassiné, déplacé, commis un génocide, qui se continue d'ailleurs, pour habiter ici. Se rappeler le Québec est de facto, de base, pas homogène. Il n'y a pas un moment où la société québécoise a été homogène, et ça, il faut se le rappeler. Puisque alors qu'en ce moment, il y a vraiment, on veut monter en épingle le fait que toute la perte de logement, alors que comme le manque de logement est comme connu et dénoncé depuis au moins 100 ans à Montréal, les enjeux de travail qui sont dénoncés depuis longtemps, alors que tout est nommé comme étant la faute de personnes migrantes, il faut se rappeler que, non, le Québec est composé des personnes qui ont migré ici, que les problèmes existaient avant qu'il y ait pas nécessairement plus ou moins des personnes qui arrivent. Puis finalement, on ne peut pas créer une société quand on veut constamment expulser ou refuser que des personnes participent à la société. Si on veut être une société québécoise forte, il faut accepter que les personnes qui la composent peuvent grandir ensemble, peuvent apprendre ensemble. Puis l'accepter, ça signifie de comprendre les mécanismes qui maintiennent un racisme systémique puis agir sur ces mécanismes-là. Mon Dieu, on dirait que ça clôture vraiment bien sur cette phrase. Est-ce qu'il y a un autre message que tu aurais voulu nous laisser? J'ai commencé en disant que tu étais une personne inspirante et je ne t'avais même pas encore entendu. Je repars, moi, en tout cas, avec beaucoup de pistes, beaucoup de thèmes, beaucoup de réflexions sur ma posture, sur les idées que je peux avoir. Fait que je te remercie vraiment pour ça. Et donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a une autre idée ou un autre message principal là, que tu voudrais, sur lequel tu voudrais nous laisser pour terminer? Un message d'espoir, disons. Un message d'espoir, mais en fait, oui, je pourrais dire que, tu sais, autant au Québec qu'en travail social, il y a plein de gens qui font des initiatives, qui font des mouvements, il y a des solidarités qui se créent, qui sont inspirantes. Tu sais, ce qu'on voit surtout, c'est des messages, dans le fond, qui veulent exclure, qui veulent renvoyer plusieurs personnes qui sont nées au Québec chez eux, comme si le Québec n'était pas chez eux. Mais on voit beaucoup de racisme, de discrimination, mais il y a aussi plein de belles choses qui se passent. Il y a aussi plein de projets qui se passent dans les organismes, sur le terrain, dans les collectifs aussi.
ou des personnes, mais se donnent la main, cherchent à créer une communauté, cherchent à faire des choses ensemble. Puis je pense que ça, on l'oublie aussi. On oublie que ce qui fait la beauté du Québec, à la fois dans son histoire des organismes communautaires, ça a été des communautés qui se mettaient ensemble, qui travaillaient ensemble et qui étaient solidaires. Mais il y a ça qui se passe en ce moment, alors qu'il y a une montée du fascisme, mais se rappeler que comme il faut être conscient des violences, il faut être comprendre des structures qui maintiennent les violences, mais quand même chercher à se donner la main puis à s'entraider. Hey, merci, Mélanie. C'était extrêmement pertinent de t'avoir sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci. T'as aimé l'épisode? Toi aussi, tu as réalisé un mémoire, un doctorat ou un projet de recherche en sciences sociales? On serait vraiment partant pour te rencontrer et t'interviewer dans le but de rendre la recherche accessible au plus grand nombre. Et si tu as simplement une recherche qui t'a marqué, on prend aussi les références. Écris-nous. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode.